Les chevaucheurs du vent renouent avec cet esprit des grandes sagas nordiques. On me demande parfois bah, quelle fut l'idée originale, pourquoi j'ai créé les chevaucheurs du vent. Au début, c'était un conte inspiré pour une classe de CP. Vous voyez, c'était pour les enfants. Et puis finalement, donc ça a été un conte oral, mis par écrit, et c'est devenu un roman d'heroic fantasy, plus à destination de jeunes ou de moins jeunes, puisque j'ai des lecteurs de tous âges, parce qu'on plonge dans un univers très différent. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, parce que ça nous sort d'un quotidien qui est parfois un peu terne, un peu morose, et là on rentre au royaume de la magie, des fées, et également de la lutte primordiale contre les forces des ténèbres. À une époque où le bien et le mal semblent se diluer et se confondre, eh bien, c'est rafraîchissant de vivre dans un univers où, finalement, tout semble beaucoup plus marqué et d'une certaine façon beaucoup plus simple. C'est la poésie de l'écriture qui permet de mettre en forme cette idée venue, je pense, du contact avec ses enfants, d'une part, et puis de tout mon parcours, de, des études que j'ai pu mener auparavant, et qui se sont mêlées entre érudition et poésie, inspiration et recherche, travail du style, et puis spontanéité. Alors, on me demande pourquoi ce titre, des chevaucheurs du vent. Je voulais créer, d'abord c'est le titre de la saga, puisque ce livre, qui est le tome 1, c'est l'héritage des Liu-Mangar. Pourquoi ce titre? Je voulais un concept justement d'un nouvel ordre chevaleresque, mais beaucoup de choses avaient été faites entre les chevaliers, qui est un thème bien connu, les dragonniers, et j'ai eu cette idée de ressusciter une forme d'ordre combattant contre les forces du mal qui chevauchent des élémentaux, des créatures des vents. Et alors le titre lui-même, alors j'ai su que il y a un album du monde de l'Antfust qui s'appelle Le Chevaucheur du Vent. Je l'ignorais lorsque j'ai créé cette saga. Ce qui a pu m'inspirer, qui est une forme d'emprunt, c'est un titre qui était donné à un personnage bien connu grâce au film, mais que je connaissais par les comics de chez Marvel, qui est Tornade, qui est Ororo, qui est surnommée la chevaucheuse des vents. Et c'est un peu ce qui m'a donné cette idée au départ. Alors là, vous avez ici la deuxième édition que j'ai publiée il y a déjà quelques années chez Edilivre, à partir d'une peinture à l'huile que j'avais composée. La première édition avait été confiée à un graphiste et me paraissait beaucoup trop incarnée, beaucoup trop dans la forme. Or, l'origine de cette saga prend sa source dans le monde des rêves. Je voulais quelque chose qui soit euh, beaucoup moins exprimé dans une forme, beaucoup plus mêlé. Et c'est ainsi que j'ai composé à partir de la couleur. À la fois, on y aperçoit la silhouette de la citadelle d'Eliumangar et de son dôme d'émeraude, même si ici n'est pas justement vert, mais c'est un peu les métamorphoses de la peinture qui ont fait cela. Et puis certains des élémentaux, le phénix bleu et puis le dragon de l'aube. Alors, combien y a-t-il de pages dans Les Chevaucheurs du Vent, me demande-t-on. Alors, je dirais que ça dépend des éditions. La première édition, qui est un peu plus petite, il y avait un peu plus de 500 pages. Celle-ci, qui est d'un format un peu plus grand, je crois qu'on est à 400 quelque chose. J'allais dire, peu importe, nombre de pages. Ça a été conçu comme un tome, divisé en 4 livres, sachant que la première partie, finalement, était issue du manuscrit original et j'avais déjà commencé à écrire la suite, qu'on était en train de discuter sur la publication avec le premier éditeur. Finalement, la suite, elle s'est incluse et on a convenu de souscrire à ce qui était un peu la loi du genre à l'époque, c'est-à-dire les pavés
des romans épais du genre de l'heroic fantasy où on privilégie d'ailleurs surtout l'histoire. Même si dans ce cas-là, le style n'a pas été négligé. Et, mon premier éditeur avait coutume de dire que c'était de la prose poétique. Alors, je vous laisse lire et puis je vous en laisse juge, même si parfois j'ai voulu briser la poésie par quelque chose de plus léger. Alors, l'histoire est peut-être un peu plus complexe, mais elle s'articule autour d'une intrigue principale que j'ai racontée d'ailleurs dans le grimoire de Kyria sous une forme plus réduite. C'est le conte des trois princes, des deux dragons et du trésor de l'humanité. Je dirais que c'est l'intrigue principale du livre, mais s'en sont ajoutés bien d'autres en parallèle. Alors l'intrigue principale, c'est un royaume au dans des temps les plus anciens, gouverné par un roi également mage et gardien de la clé de la cité secrète, initiée par trois dieux, qui au bout de 500 ans de règne s'éteint, ouvrant une crise de succession. Et le royaume est alors en pleine guerre, puisque un dieu déchu, alors on appelle un trône déchu, du nom de Ahriman, par emprunt à la religion perse, masdéenne, euh, se déchaîne et déchaîne une armée démoniaque depuis 2 ans contre le royaume pour s'emparer de la clé. Et dans les cieux, sur le plan astral, le serpent des nuées qui trahit les 7 dieux du soleil en volant une moitié de leur lumière, eh bien, lui aussi intrigue pour s'emparer de cette fameuse clé céleste. Or, il faut désigner un successeur pour protéger le royaume, et le conseil des 9 mages n'arrive pas à se mettre d'accord. Et une décision que je vous laisse lire va envoyer les trois princes vers une quête qui leur permettra de déterminer qui est le successeur. Cette quête est d'ailleurs inspirée sur une des épreuves, celle qui sera déterminante, par un ancien conte zen, mais je vous laisse regarder cela. Il y a une autre intrigue qui est très importante, c'est celle de Guérilla, qui est une jeune magicienne qui va être un des personnages principaux de la saga, et qui est d'ailleurs au centre du tome 2 que je suis en train d'écrire, qui s'enfuit d'un village décimé par les troupes infernales d'Ahriman, avec 13 enfants magiques, et qui va essayer justement de traverser tout le royaume pour gagner la citadelle d'Eliumangar, et dont on découvre qu'elle est finalement le dernier représentant ce qu'on appelle le clan caché, parallèle aux autres clans magiques. Et elle va vivre une aventure assez mystique dans des mondes parallèles avec ses enfants, et où on sera à mi-chemin entre le conte, puisque on aura une partie des enfants captifs d'une sorcière ou d'un géant de verre, et également toute l'imagerie pour les ésotéristes, peut-être reconnaîtront-ils, toute la symbolique du tarot, des imagiers du Moyen-Âge qu'on appelle le tarot de Marseille, qui va se retrouver en condensé derrière une aventure assez mystique que vivra la jeune magicienne. Et puis encore bien d'autres choses à découvrir dans ce roman qui est assez touffu. Mon passage préféré des Chevaucheurs du Vent, c'est peut-être le martyre des fées. On est à ce moment-là à un pic de l'action. Les armées infernales d'Ahriman ont détruit déjà et envahi le domaine de 2 clans magiques, et ils arrivent au bois des Saules, qui est celui des fées, des sylphes, des dryades. Et on peut s'attendre à ce que la puissante reine des fées, Irdis, repousse ces terribles ennemis, et en fait, elle va s'adresser à ces sujets, et moi je vais vous lire son discours qu'elle prononce en pensée et qu'entendent justement les fées, les sylphes, les dryades. Frères et sœurs, dit-elle tristement, nous avons servi la nature de notre mieux, ébloui les animaux et comblé d'émerveillement les rares humains dont l'âme pure avait permis de séjourner en ces lieux.
Ce monde enchanteur doit périr aujourd'hui. Nous n'émettrons plus nos petites vibrations charmantes dans les terres, des forêts, des prairies et des lacs. Notre voix fourmillante, d'accents enjôleurs, ne ravira plus les âmes des voyageurs égarés, des êtres au cœur limpide ou de témoins privilégiés. Notre magie ne suivra plus le cours de la sève sucrée des arbres, des fleurs et des plantes. Aujourd'hui, notre lumière s'éteindra et nous plongerons dans le long fleuve de l'éternité. La guerre a été bannie à jamais de nos cœurs et nulle violence n'y entrera. L'innocence précieuse don des dieux périra sous le coup des créatures infernales. Mais notre esprit pur à jamais et notre âme immaculée portera témoignage de leur cruauté à mesure que nous entrerons dans le néant. Pourquoi j'ai voulu sortir ce livre et pas un autre? Bien, c'est un peu les contingences. Alors, c'est pas la première fiction que j'ai écrite, mais j'ai écrit des débuts. Il y a très longtemps, j'ai écrit quelques pages d'un roman. Je me souviens même plus. D'ailleurs, c'était il y a très très longtemps. C'était vraiment le début. C'était tapé à la machine. Alors, oui, on est à l'époque pré-informatique. J'avais aussi écrit un début de roman, une cinquantaine de pages que j'ai perdu sur l'ordinateur, que je réécrirai peut-être, qui est un roman mythologique. Et puis là, ça a été, comme je le raconte dans une autre vidéo, ça a été un conte. Et c'est vrai que ça a permis, avec un jeune public de 27 enfants, qui m'ont en partie inspiré les 13 enfants de Guérilla dans le roman, que ça s'est fait. Et comme ça a été une expérience professionnelle très, très riche, avec ses enfants, même humaine, plus que professionnelle, mais pas forcément très agréable dans l'établissement, ça a créé finalement le besoin d'écrire, et c'est un des rares étés où je n'ai pas travaillé, où j'ai écrit. Je suis allé écrire là-dessus, j'ai écrit le premier manuscrit qui était assez court, et puis ensuite il y a eu des rencontres, hein, puisque le roman n'a pas été accepté par un éditeur, un gros éditeur dont je dirais le nom, été refusé aussi par un éditeur qui aurait dû l'accepter, parce que c'est tout à fait dans les grandes orientations, dans la philosophie de cet éditeur en question, mais Matondi n'a rien compris. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Et finalement, c'était la rencontre avec les éditions du Grand Rêve, dans un premier temps, qui ont édité la première édition de 2013. Et puis, quelques années plus tard, un de mes amis publiant des romans policiers chez Edilivre, j'ai rencontré celui qui était directeur général à l'époque, et j'ai eu l'idée de republier Les Chevaucheurs du Vent pour lui donner une plus large audience, et puis finalement donner une couverture qui corresponde plus à l'esprit du roman. Également publier la carte originale du monde de Merinkel que j'avais faite à l'encre de Chine et qui avait été refaite finalement moins bien, donc en tout cas qui me convenait moins. Donc voilà, ça s'est trouvé là finalement relativement tard, parce que certains publient dans leur jeune âge des romans. Je ne crois pas d'ailleurs que le genre romanesque se prête vraiment aux écritures de jeunesse. La poésie oui, mais pas vraiment le genre romanesque. Finalement, j'ai écrit à peu près au même âge qu'un Stendhal, que j'admire beaucoup pour toute son œuvre très fine, notamment en matière de psychologie. Voilà, même si moi je m'en distingue, parce que justement ce premier roman, L'héritage des Liu-Mangar, n'est pas encore complètement détaché du conte. Et peut-être, justement, dans la suite, je donne plus de profondeur psychologique au personnage. Mais là, l'idée était vraiment de faire émerger une sorte de rêve ou d'inspiration.